Il hurle dans la nuit. Nu, couvert de ses propres excréments, les yeux fous, il rampe sur le sol glacé du palais. Il supplie qu'on ne le touche pas, car il est fait de verre, dit-il, et un simple contact suffirait à le briser. Ses enfants deviennent à ses yeux des monstres griffus, sa femme un démon aux yeux vides, et les murs du Louvre se referment sur lui comme une prison invisible. Ce roi, ce fantôme, ce damné, ce n'est pas un fou quelconque. C'est le roi de France. Charles VI, celui qu'on appelait jadis le bien-aimé, devenu pour l'éternité le fou. Tout commence pourtant dans la lumière. Fils de Charles VIII, dit le sage, il monte sur le trône en 1380 à l'âge de 11 ans. Le royaume est épuisé par la guerre de 100 ans, Paris grogne sous la faim, la peste rôde encore, et dans l'ombre des cathédrales, les corbeaux tournent. Mais Charles est jeune, beau et prometteur. On l'entoure, on le protège. Ses oncles, les ducs d'Orléans, de Bourgogne, de Berry, gouvernent en son nom, chacun tirant à soi les lambeaux du pouvoir. Le jeune roi grandit au cœur de cette toile d'araignée, spectateur d'un royaume où l'ambition dévore l'ordre. À 20 ans, il décide enfin de gouverner seul. Et contre toute attente, il le fait bien. Il réforme les impôts, tente de réconcilier les factions, apaise les relations avec l'Angleterre. Le peuple l'acclame. Les murmures se taisent. Pour la première fois depuis longtemps, on ose rêver à une paix durable. Mais nul ne sait alors que dans les profondeurs de son esprit, une faille se forme. Invisible, silencieuse, prête à éclater. L'été 1392, tout bascule. Charles part en expédition militaire pour punir un vassal rebelle en Bretagne. La chaleur est écrasante, la tension palpable. Alors que le cortège traverse la forêt du Mans, un mendiant surgit de nulle part et crie « N'avance pas, noble roi, tu es trahi !» Les gardes le repoussent, mais le mal est fait. Le roi, déjà agité, se fige. Soudain, dans un éclat de démence, il tire son épée, se retourne et massacre ses propres chevaliers sans raison apparente. Il en tue 4, en blesse d'autres. Puis il s'effondre, inerte, les yeux révulsés, muré dans un silence glacial pendant des jours. Quand il revient à lui, il ne se souvient de rien. Mais quelque chose a changé. Ses regards deviennent fuyants, ses gestes hésitants. Les courtisans murmurent, les médecins parlent d'une fièvre cérébrale. Mais la vérité est bien plus terrifiante. Le roi n'est plus tout à fait là. Peu à peu, les crises se multiplient. Parfois, il ne reconnaît plus personne. Il accuse sa femme, Isabeau de Bavière, de vouloir l'empoisonner. Il interdit à quiconque de le toucher, de peur d'éclater en 1000 morceaux. Il fait retirer tous les meubles pointus de sa chambre. Il supplie qu'on l'enferme, qu'on le sauve de ces voix qui le hantent. « Je suis de verre, je vais me fendre », répète-t-il en boucle. On fait venir des médecins, des prêtres, même des exorcistes. Rien n'y fait, le mal progresse. Et pendant que le roi perd pied, le royaume, lui, perd la tête. Ses oncles reprennent le pouvoir. Des querelles éclatent entre les factions rivales, les Armagnacs, les Bourguignons. Les ambitions se déchaînent, les rues de Paris s'emplissent de sang. Et au cœur de cette tempête, un roi enfermé dans ses hallucinations, parlant aux morts, jouant avec des ombres, croit encore diriger un royaume qu'il ne voit plus. Mais ce n'est que le début. Car bientôt viendra la nuit où le feu dévorera les corps, où les masques tomberont, et où la France comprendra que son roi n'est pas seulement brisé, il est perdu. C'est l'hiver 1393. Le froid glace les vitres du Louvre, mais dans la grande salle du Palais Royal, les flambeaux dansent. La cour est en liesse. On célèbre le remariage d'une dame d'honneur de la reine Isabeau de Bavière. Pour oublier les crises récentes du roi, pour faire taire les rumeurs, on rit, on boit, on joue. Ce soir-là, l'idée d'un divertissement extravagant germe dans l'esprit d'un noble. Un bal costumé, mais pas comme les autres. Une farce, une provocation. 6 jeunes seigneurs, dont le roi lui-même, se déguiseront en sauvages. Leurs corps seront enduits d'un mélange de cire, de résine et de poils de lin, cousus à même leurs vêtements. L'illusion est parfaite, des créatures des bois, hurlantes, féroces, animales. On les enchaîne comme des bêtes, on les fait bondir au son des tambourins. La foule rit, la reine, fascinée, applaudit. Mais ce que personne ne remarque, c'est que le feu rôde. Louis d'Orléans, le frère du roi, arrive en retard. Il est jeune, impulsif, vaniteux. Il entre dans la salle, une torche à la main, pour mieux voir les créatures gesticulantes. Un souffle d'air, une étincelle. Et en un instant, les sauvages prennent feu. Littéralement, la cire, la résine, les poils secs,
Tout s'embrase à une vitesse terrifiante. Des cris déchirent la fête. Les danseurs deviennent des torches humaines, courant dans la panique, se roulant à terre, suppliant qu'on les aide. Le roi Charles, par miracle, est sauvé par une dame d'honneur. Elle le jette sous sa jupe large, étouffant les flammes. Mais les autres brûlent vifs. 4 mourront dans les jours suivants, le corps noirci, la peau tombant par lambeaux. L'un d'eux, agonisant, murmure « Le diable était invité ce soir ». La cour est sous le choc. Le peuple, déjà inquiet de la santé mentale du roi, parle maintenant de malédiction. On accuse les ennemis politiques, les sorciers, même la reine. Le pape lui-même condamne l'événement comme un bal de l'enfer. Charles, lui, ne revient pas indemne de cette nuit maudite. Il plonge dans une nouvelle crise. Pendant des semaines, il parle tout seul, rit de choses invisibles, accuse les murs de comploter contre lui. Il ne reconnaît plus personne, pas même sa propre signature. Le roi de France, censé incarner l'ordre, la justice et la continuité divine, n'est plus qu'un pantin vidé de sens, que l'on maquille, que l'on promène, que l'on cache quand il hurle. Il devient l'ombre de lui-même. Et les loups reviennent, ceux des ambitions politiques. Car à la faveur de son absence, le royaume se divise à nouveau. Les ducs d'Orléans et de Bourgogne se disputent la régence. L'un est le frère du roi, ambitieux, séducteur, soupçonné d'avoir des vues sur la reine. L'autre, Jean sans peur, fils du duc de Bourgogne, est un tacticien froid et patient. Chacun prétend agir pour le bien du roi, mais en réalité, ils se préparent à une guerre civile. Et Charles, au milieu, il erre. Parfois lucide, souvent perdu. On le retrouve un jour dans la chapelle, les mains en sang, persuadé d'avoir crucifié un démon. Une autre fois, il ordonne que l'on enterre vivant tous les chiens du palais, car ils parlent la nuit, dit-il. Le roi n'est plus un homme, il est devenu un présage, un avertissement vivant que le pouvoir, quand il est dévoré de l'intérieur, peut engendrer les pires catastrophes. Mais ce n'est encore qu'un prélude, car la folie du roi n'a pas seulement ruiné sa cour, elle va ouvrir la porte à l'invasion, à la trahison, et à une trahison familiale qui changera la face de la France. Charles VI n'est plus un roi, il est devenu un fardeau vivant, un fardeau que l'on cache, que l'on promène sous bonne garde, que l'on utilise comme un bouclier ou un alibi politique. Dans les rares moments de lucidité, il signe des édits sans savoir leur contenu. Lorsqu'il retombe dans la folie, il hurle à la conspiration, croit que sa chair est en feu ou que son trône parle une langue diabolique. Ces crises rythment la vie du royaume, comme une marée incontrôlable. Mais la France, elle, ne peut pas attendre. Elle vacille entre deux puissances, les Armagnacs, autour de Louis d'Orléans, frère du roi, et les Bourguignons, menés par Jean sans peur. Tous deux prétendent agir au nom du roi, mais chacun cherche à s'emparer du pouvoir réel. Le trône est vide, mais les couteaux sont sortis. Au cœur de cette lutte, une femme avance dans le silence. Isabeau de Bavière, l'épouse du roi. Belle, intelligente, autrefois objet de moquerie à cause de son accent allemand, elle est désormais au centre de toutes les rumeurs. On l'accuse d'adultère, de sorcellerie, même d'avoir causé la folie de son époux. Elle, pourtant, ne fait qu'essayer de survivre dans un monde d'hommes affamés. Elle négocie, signe, tranche, pour maintenir un semblant d'ordre. Mais son alliance avec le duc d'Orléans choque. Louis, frère du roi, est séduisant, charmeur, brillant, trop brillant. Leur proximité alimente les murmures. Et s'ils formaient un couple secret? Et si le dauphin, le fils du roi, était en réalité le fils de Louis? La calomnie devient arme, et Jean sans peur, l'autre prétendant au pouvoir, en profite. Le 23 novembre 1407, en pleine rue de Paris, Louis d'Orléans est sauvagement assassiné, son crâne fendu à la hache, son corps laissé à même le pavé. Jean sans peur ne nie rien. Il revendique même l'acte comme un tyrannicide. Pour lui, Louis était une menace pour le royaume. En réalité, c'était un pas de plus vers la guerre civile. Le roi, informé de la mort de son frère, reste étrangement calme. Certains disent qu'il n'a pas compris. D'autres affirment qu'il a pleuré, puis oublié. En coulisses, Isabeau est isolé, critiqué de toutes parts, accusé de trahison. Les Bourguignons prennent le contrôle du Dauphin, de Paris, des finances. Et la guerre éclate. Les campagnes brûlent, les villes se ferment comme des tombeaux. Armagnac et Bourguignons s'entretuent, pillent, violent. Le roi, toujours enfermé dans ses hallucinations. Parfois, on le voit sur une estrade, récitant un discours sans queue ni tête. D'autres fois, il se cache dans sa chambre, persuadé qu'un assassin rôde dans les tapisseries. Il parle aux morts, il ordonne qu'on brûle les rideaux. Il refuse de manger, puis exige un festin pour nourrir les anges.
La France n'a plus de tête. Et pendant ce temps, l'Angleterre, observatrice patiente, se prépare. Un roi fou, un pays divisé, une guerre interne. L'occasion est trop belle. Henri Fitte, jeune et audacieux roi d'Angleterre, prépare son armée. Il veut en finir avec cette France affaiblie par sa propre folie. Et Charles XVI? Il continue à errer dans les couloirs du Louvre, vêtu de blanc, répétant sans fin le prénom de son frère assassiné, comme une prière qui ne sera jamais exaucée. Mais le pire reste à venir, car bientôt, un traité sera signé. Un traité qui nie la légitimité de son propre fils. Un traité qui livre la France à l'ennemi. Et ce sera la main tremblante de Charles, roi fou, qui en tracera la signature. Avril 1320. Une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de France comme la souillure d'un trône millénaire. Dans la ville de Troyes, envahie par les Anglais, un roi aux yeux vides appose sa signature sur un parchemin qui renie le sang, l'honneur, la continuité. Le traité de Troyes proclame que Henri Pie d'Angleterre, et non le dauphin Charles, est l'héritier légitime du trône de France. Le fils de Charles VI est déshérité. Le royaume est offert à l'ennemi héréditaire. Et tout cela avec le sceau royal du roi de France, un roi qui, ce jour-là, ne comprend même pas ce qu'il signe. On dit qu'il a souri, on dit qu'il croyait signer un acte de paix éternel. Mais derrière lui, Isabeau de Bavière, brisé mais résigné, regarde son époux signer l'acte le plus funeste de l'histoire capétienne. Dans les mois qui suivent, la France se fracture davantage. Une moitié soutient les Anglais, l'autre le dauphin Charles, banni, traqué, réfugié à Bourges. 2 royaumes pour un roi absent, 2 trônes sans souverain réel. Et au milieu, un spectre en couronne. Charles VI vit encore, mais ce n'est plus une vie. On l'enferme, on le surveille. Il est déplacé de château en château comme un objet sacré et honteux à la fois. Parfois, il récite des psaumes en boucle. Parfois, il rit en regardant les murs. Il ne parle plus à sa femme. Il ne reconnaît plus son fils. Il ne sait plus qu'il est roi. La guerre continue sans lui. Henri Pie meurt. Puis le dauphin, Charles, galvanisé par une jeune paysanne venue de Lorraine, Jeanne d'Arc, reprend les armes et rallume l'étincelle du royaume perdu. Mais Charles VI ne verra jamais cela. Il ne verra pas la libération d'Orléans, ni le sacre de Reims, ni la revanche de sa lignée. Il meurt le 21 octobre 1422, seul, oublié, dans une aile froide de l'hôtel Saint-Paul à Paris. Sa mort n'émeut presque personne. Aucun deuil national, aucun cortège triomphal. Le roi est enterré dans l'indifférence. La ville, encore aux mains des Bourguignons alliés aux Anglais, est plus préoccupée par les taxes et les trahisons que par la dépouille d'un souverain. Il fut roi pendant 42 ans. Mais combien de ces années l'a-t-il réellement gouverné? Combien d'années a-t-il été libre, lucide, humain? 10, peut-être. Le reste, ce fut la nuit. Une nuit peuplée de cris, de fantômes, de bûchers et de poignards. Épilogue. Le miroir brisé de la royauté. Charles VI laisse derrière lui une France en ruine, un peuple désabusé, un trône contesté, et un fils, Charles VII, qui devra tout reconstruire sur les cendres d'un règne fou. Son règne fut un avertissement, que le pouvoir, sans raison, devient un poison, que la royauté, sans âme, devient une malédiction, que le corps du roi, lorsqu'il se brise, entraîne tout le royaume dans sa chute. On l'appelait le bien-aimé, puis le fou, mais il fut surtout le roi miroir, celui qui, dans sa folie, reflétait la folie du siècle. Et aujourd'hui encore, dans les couloirs du Louvre, certains guides racontent que l'on entend parfois, au cœur de la nuit, un murmure étrange, un nom répété dans le vide, un souffle brisé. « Louis, Louis, où es-tu, mon frère ?» Charles VI n'est plus, mais sa folie hante encore la mémoire de la France.